Bonjour, bonsoir, chers étudiants, content d'être avec vous. Envie de continuer avec le cours de nutrition. Et dans cette séance, nous allons parler du lait et des produits laitiers. J'espère que vous avez pris le temps pour visionner les précédents cours enregistrés. Et déjà, je vous souhaite un bon visionnage. Et comme je l'ai déjà dit, il vaut mieux regarder les cours sur la plateforme YouTube afin que vous puissiez poser vos questions. Donc, juste à présent, donc, je n'ai reçu aucune réaction de votre part. OK, donc nous allons parler du groupe Les Produits laitiers. C'est un groupe très intéressant qui possède des caractéristiques nutritionnelles et intéressantes et particulières. Et nous allons voir. Et alors, bien avant de parler du lait et des produits laitiers, je tiens à faire un rappel sur les 7 groupes alimentaires. Et comme on l'avait dit dès le début, il y a plusieurs classifications. Il y a une classification en 3 groupes, on verra ça dans la suite, et une classification en 7 groupes, se basant sur des critères tels que ressemblance biochimique et mode de production, etc. Donc, les 7 groupes, et dont on parle dans le cadre de ce cours, il y a les produits laitiers, le groupe qu'on est en train d'étudier, il y a les légumes et fruits. Déjà vu, il y a les sucres et les produits sucrés. D'habitude, je n'ai pas le temps vraiment de voir ce groupe, étant donné qu'on sait déjà de quoi il s'agit. Il s'agit de produits riches en sucre, et soit sucre de table ou en additifs alimentaires. Et il y a les boissons, il y a viande, charcuterie, poisson, œufs, déjà vu, matière grasse, céréales, féculents, légumes secs, donc les glucides complexes. Et d'habitude, dans le cadre de ça, c'est gros pour être toujours, donc les sucres, produits sucrés, boissons, et on va pas étudier avec les étudiants. Et puis pour l'autre classification dont je vous ai parlé, il s'agit des aliments protecteurs. Et dans le groupe, on retrouve les fruits et les légumes, notamment, il faut dire notamment, et parce que ces aliments sont riches en vitamines, minéraux, antioxydants, phyto, micronutriments. On pourrait ajouter des fibres alimentaires, on pourrait ajouter des fibres alimentaires, et même on pourrait ajouter prébiotiques aussi. Donc voilà, donc des fibres alimentaires, des prébiotiques. Donc, ce sont ces constituants qui confèrent aux fruits et légumes de leurs propriétés antioxydantes. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que les fruits et légumes qui sont riches en vitamines et minéraux. Donc, il y a d'autres aliments qui ne sont pas considérés comme des fruits et légumes. Par exemple, si on considère les légumineuses, par exemple, les pois, les haricots, ce sont des aliments extrêmement nutritifs. Ils sont riches en fibres alimentaires prébiotiques, en antioxydants. Il y a aussi les aliments constructeurs bâtisseurs, donc les aliments qui ont un apport
important en protéines. Donc, les protéines, par exemple, viande, poisson, lait, parce que riche en protéines, par exemple, les feuilles de benne d'olive, moringa, oleifera, donc c'est riche en protéines. Et puis, il y a les aliments énergétiques, donc, qui sont des aliments qui ont un apport énergétique important aussi. Donc, il y a les lipides, il y a les céréales, les tubercules. Donc, ces aliments qui sont riches en glucides complexes sont considérés comme des aliments énergétiques. Voilà, donc on va continuer avec le groupe en question, les produits laitiers qui sont fabriqués à partir du lait. Donc là, il s'agit des crèmes, la crème, du yaourt, du fromage, et probablement il y a des produits laitiers qui ne sont pas mentionnés ici. Maintenant, je rappelle que chaque groupe alimentaire donc, possède des caractéristiques particulières et ça, c'est important de mémoriser. Donc, pour chaque groupe, donc, il faut savoir quels sont les nutriments caractéristiques. Par exemple, pour ce groupe, les produits laitiers, donc, on sait tous que le lait et les produits laitiers, c'est des aliments qui apportent des protéines de qualité en bonne quantité. Donc, des protéines de qualité, c'est-à-dire des protéines complètes qui complètent la signifie de ces protéines et renferment et contiennent tous les acides aminés essentiels et en bonne proportion. En bonne proportion. Et si je vous donne un exemple de protéines incomplètes, vraiment impropres à la consommation. Par exemple, c'est collagène. Collagène, c'est une protéine qui est constituée essentiellement de deux ou trois acides aminés, dont un acide aminé modifié. Donc, c'est, à mon avis, une protéine impropre, vraiment impropre à la consommation. Et maintenant, pour les protéines
de la viande, les protéines des œufs, ou encore les protéines du lait. Donc, c'est des protéines qui ils sont de loin supérieurs et au collagène. Alors, il faut dire que le collagène, c'est une protéine animale, d'origine animale, il n'y a pas de collagène dans le grain végétal. Et le collagène, on le trouve notamment dans les os, dans les ligaments, ou encore dans les tissus conjonctifs, par exemple la peau, c'est un constituant majeur des ongles, des fanères. Okay, ce sont des protéines structurales donc, qui confèrent une bonne résistance aux tissus. Donc, c'est des protéines qui, et bien qu'elles soient d'origine animale, donc elles sont des protéines incomplètes, impropres à la consommation. Donc, l'autre élément, et, je dirais, et phare du, du groupe les produits laitiers de calcium, on sait que le calcium, c'est la vedette et je dirais le nutriment vedette, la superstar de, de ce groupe calcium. Maintenant, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut rappeler, c'est que le lait n'est pas l'aliment le plus riche en calcium. Ça, c'est important. On a tendance à croire que le lait, c'est un aliment riche en calcium, le plus riche en calcium. Non, le lait n'est pas plus riche en calcium. Donc, si vous prenez par exemple l'amande, l'amande, est plus riche en calcium. Le lait, et si vous prenez par exemple du thym séché, si vous prenez et certains fromages, c'est plus riche en calcium, et même et la poudre de moringa. Poudre de moringa, c'est de loin plus riche en calcium que le lait. Donc, vous comprenez, c'est de loin plus riche en calcium que le lait. Donc, c'est pas l'aliment le plus riche en calcium. Par contre, ce qu'il faut aussi dire, c'est que le calcium du lait est de loin mieux assimilé que ces calciums d'origine végétale. Parce que dans le lait, il y a des facteurs qui favorisent l'assimilation du calcium. Par exemple, la vitamine D, c'est un facteur qui favorise l'assimilation du calcium. Il y a le lactose aussi, qui favorise l'assimilation du calcium. Il y a aussi le rapport et calcium sur et phosphore. Donc, le rapport calcium sur phosphore. Donc, quand ce rapport est supérieur à 1, cela veut dire qu'il y a beaucoup plus de calcium que de phosphore, mais le calcium est bien absorbé. Dans le lait, donc ce rapport est supérieur à 1, alors que dans les autres aliments, ce rapport est inférieur à 1. Donc, quand le rapport est inférieur à 1, cela veut dire qu'il y a beaucoup plus de phosphore. Étant donné que le phosphore existe sous forme de phosphate dans les aliments, mais le phosphate, avec ses charges négatives, tend à chélater, tend à séquestrer le calcium qui est positif. Donc, quand il y a beaucoup de phosphore ou bien de phosphate, donc le rapport est inférieur à 1. Quand il y a beaucoup de calcium, le rapport est supérieur à 1. Donc, le bon rapport et le rapport qui favorise l'assimilation du calcium, c'est quand le rapport est supérieur à 1. Donc, par exemple, dans la viande, le rapport est inférieur à 1. Donc, dans la plupart des aliments d'origine végétale, ce rapport est inférieur à 1. Dans le lait, on retrouve également les vitamines B2, vitamines A et D dans les produits non écrémés. Donc, produits non écrémés, c'est-à-dire que c'est des produits qui, je dirais, possèdent la totalité de la graisse. Il n'y a pas de fer ni de vitamine C dans ce groupe alimentaire. C'est un élément important à prendre en compte. Il n'y a pas de fer
et de vitamine C. Et par conséquent, cette information va vous permettre de bien choisir les aliments que vous allez associer avec le lait. Donc, si vous deviez prendre au petit-déj un verre de lait, donc là, il faut se dire que je dois y associer ce lait avec une orange qui apporte de la vitamine C ou de la papaye qui apporte non seulement de la vitamine C, mais aussi du fer. Okay, du fer. Ok, est-ce que vous comprenez? Donc, ensuite, l'inconvénient majeur de ce groupe, c'est le fait que le lait, les produits laitiers portent beaucoup de lipides, notamment des lipides riches en acides gras saturés, les mauvais gras, et aussi beaucoup de cholestérol. Et le lactose hétérodysaccharide, hétérodipoloside, donc ne se trouve que dans le lait. Qu'il s'agisse du lait et le lait maternel ou du lait des autres animaux. Donc le lactose ne se trouve que dans le lait. Et quand on parle de lait, il faut dire que le lait dont on parle ici, c'est un produit d'origine animale, c'est un produit des mammifères. Donc, si on vous parle de lait végétal, ce ne sont pas de véritables laits végétal, mais quand on parle de lait vraiment, donc on fait référence au lait de vache, on fait référence aux laits produits par des mammifères et non les, par exemple les de soja, les d'amande. On les appelait, mais ne sont pas vraiment et, et biochimiquement, nutritionnellement, ce qu'on appelle lait. Le lactose, c'est en fait le sucre du lait, c'est un hétérodyboloside. Donc, on retrouve dans le lait des mammifères. Donc, on ne retrouve pas de lactose dans le lait d'amande, on ne retrouve pas de lactose dans le lait de soja, donc, ou encore dans le lait d'autres produits de céréales. Donc, on retrouve la lactose uniquement dans le lait des mammifères tels que le lait humain, le lait de la chèvre, donc le lait de la vache, etc. Alors, s'il y a à la couleur, donc là, on parle des propriétés physico-chimiques du lait. Donc, le lait, c'est blanc mat, d'odeur discrète et de saveur douce par rapport au lactose. Il est vrai que le lactose a un pouvoir sucrant très faible par rapport au fructose, mais ça laisse entrevoir quand même une saveur sucrée. Donc, ces caractéristiques organoleptiques varient en fonction de l'alimentation de la vache, du nombre de vélages et de traite. Vélage, c'est le nombre de portées. Combien de fois bœuf a fait petit et combien de fois nous tirer des Donc, tout ça, petit tuyau et quantité petit effet, quantité de fois nous à tirer les là, donc tout ça pourra influencer les caractéristiques organoleptiques, organo, couleurs, etc. de l'éclat. Donc, si bien qu'on distingue quatre phases dans le lait au moment de la traite, la phase gazeuse, donc il y a des gaz, il y a la phase aqueuse aussi avec la sérum, il y a le petit lait qui est les protéines solubles, lactose, qui c'est une molécule polaire ou soluble, il y a les vitamines hydrosolubles, HSC pour hydrosoluble, il y a 15 à 30% des minéraux. Il y a la phase colloïdale qui renferme les protéines insolubles et
le reste des minéraux. Il y a la phase grasse qui contient les lipides, triglycérides, phospholipides, cholestérol et les vitamines liposolubles. Alors, on nous dit que on parle maintenant de la microbiologie du lait. Donc, on va voir les types de microbes contenus dans le lait et les infections et ces microbes peuvent éventuellement occasionner si le lait n'est pas bien traité, pas bien stérilisé. À la sortie des mamelles, le lait est stérile, mais il représente un milieu de culture très favorable au développement microbien par rapport à son contenu en eau. Donc, l'eau, c'est un milieu favorable au développement microbien. Il y a des micro-organismes non pathogènes, par exemple les bactéries lactiques, propioniques, staphylocoques et streptocoques, qui favorisent l'acidification du lait, participent à la production d'arômes, bactéries lactiques, lactose, acide lactique, fermentation lactique. Et il y a bactéries et propioniques qui produisent également lactose, à partir de lactose. Donc, ces bactéries produisent acide acétique, acide propionique et gaz carbonique. Il faut dire que, et ça c'est la fermentation propionique, il faut dire que l'acide propionique, c'est un acide qui intervient dans la prévention de surpoids. Cet acide est produit, ces acides acétiques, acides propioniques sont produits au niveau de la flore du côlon. Okay? Donc, la flore intestinale, les milliards de bactéries contenues au niveau de la flore intestinale, du microbiote, donc, ils peuvent faire monter non seulement le lactose, mais d'autres glucides non assimilables, justement pour produire des acides gras chaîne courte. Donc, ils sont métaboliquement très importants, que ce soit pour les cellules intestinales, mais pour aussi l'organisme, pour aussi le bon fonctionnement, la régulation, le bon développement du microbiote ou de la flore intestinale. Il y a les levures, les moisissures, ce sont des champignons qui participent à l'affinage, la maturation des fromages et le développement des caractéristiques sensorielles de ces produits. Et puis, il y a des micro-organismes pouvant entraîner des altérations non désirées, les coliformes, bactéries butyriques, levures et moisissures, bon, et gâter les plans. Il y a les bactéries pathogènes, Listeria monocytogène, ça entraîne des listérioses, salmonella, coliformes fécaux, donc Escherichia coli, Brucella, Campylobacter jejuni. Donc, bactéries, ça, c'est des bactéries pathogènes donc, qui peuvent entraîner des infections au cas où le lait ne serait pas bien traité. Et puis, il y a les enzymes lipases, phospholipases, détruites par la chaleur. Il y a les xénobiotiques, c'est-à-dire des résidus d'antibiotiques qui donnés aux, et donnés aux vaches. Il y a les ATS et ATS, m'échappe la définition, donc je reviens avec ça pour vous. Il y a les métaux lourds, les dioxines, tout ça. Donc, ce sont des produits toxiques qui peuvent, donc, si ils sont consommés en grande quantité et de façon régulière, donc ces produits peuvent à la longue et entraîner des problèmes de santé. Par exemple, les résidus d'antibiotiques peuvent être responsables d'antibiorésistance, c'est-à-dire les bactéries peuvent devenir résistantes aux, aux antibiotiques.
Alors, il y a différents types de lait, mais certainement, vous vous en rendez compte que au niveau des supermarchés, si vous allez au niveau des supermarchés, vous allez voir toute une panoplie de lait sur les rayons. Donc, là, et on va parler de lait non homogénéisé et non standardisé. Donc, lait non homogénéisé et non standardisé, c'est les bœufs qui sont dans le tir et les bœufs donc, qui pas subi aucun traitement, ok, qui sont les boules, donc qui pas subi aucun traitement. Maintenant, il y a les thermisés. Donc, dans thermisé, pour être terme chaleur, c'est là, il s'agit de l'électricité. Microfiltré, la filtration, pasteurisé, stérilisé, stérilisé, acheté ultra haute température, les concentrés, okay, puis il y a les en poudre, donc il est en poudre que je conseille d'utiliser à la place et de lait que n'a pas acheté dans la rue, lait à les de 15 et 3 pour 20. Donc, il est préférable d'utiliser le lait en poudre. Bien entendu, il ne s'agit pas de n'importe quelle marque. Voilà, donc il s'agit de Alaska, de Greenland. Et donc, il est préférable de loin que vous utilisez le lait en poudre. Et d'abord, c'est parce que le milieu n'est pas trop favorable à la prolifération de microbes parce qu'il y a très peu d'eau. Ensuite, c'est des produits stériles, des produits stériles, donc c'est des produits non seulement des produits stériles, mais qui n'ont pas aussi les additifs alimentaires comme stabilisants, exhausteurs de goût et autres additifs alimentaires ajoutés dans le lait liquide et la bande nationale. Donc, ça, c'est très important à considérer. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que si on considère les différents types de lait, en 2 jusqu'à 8, c'est des laits qui ont subi des transformations pour encore des traitements. Et malheureusement, ces traitements entraînent des pertes nutritionnelles et c'est la raison pour laquelle, donc, après avoir traité, donc, souvent on ajoute des vitamines, des minéraux justement pour compenser ces pertes. Et pour compenser ces pertes. Donc maintenant, et d'autres classifications de lait, donc par rapport, donc la première classification, c'est par rapport au type de traitement, ou encore les stérilisés, traités, éthermisés, et en bas, notre classification, c'est par rapport à la quantité de graisse contenue dans ces produits laitiers. Par exemple, on parle de lait entier, on parle de lait demi-écrémé, on parle de lait écrémé. Donc, le critère de classification ici, c'est la quantité de graisse. Donc, le lait entier, c'est le lait qui contient toutes ces graisses, 100%. Donc, ce lait ne convient pas aux adultes et surtout si l'adulte souffre d'hypercholestérolémie, de maladie cardiovasculaire, de diabète. Donc, il vaut mieux éviter pour ce que c'est trop énergétique. Donc, ça apporte beaucoup d'acides gras saturés que fois pour l'utiliser pour le cholestérol. Et ça apporte aussi beaucoup de cholestérol. Il y a les demi-écrémés qui convient et le mieux, mais avec une réduction, je dirais à peu près 50% de graisse. Et ça qui pourra impacter saveur là. On ne aussi pas oublier que saveur là lui-même est lié à notamment à trois produits, c'est sel, sucre, graisse. Donc, si on produit va diminuer pour retirer graisse là, donc finalement, produit ça, on va prendre compte que les pas savoureux. Là, il y a le lait écrémé, donc qui est la plus pauvre en graisse, la moins énergétique, mais malheureusement, donc, le
moins ça vaut. Parce que le fait qu'il pas une graisse, parce que le graisse est très très bas, mais il pas gros, il pas gagné au bon saveur. Donc c'est les mêmes vraiment qui convient aux diabétiques, qui convient aux obèses et les maladies cardiovasculaires. Donc, et ça, c'est les mêmes vraiment qui est bon. Et dans le commerce, donc, on identifie celles avec des couleurs, par exemple, il y a le rouge, c'est le lait entier, le vert, c'est le lait écrémé, il y a le bleu, c'est le lait demi-écrémé. Ok, en parlant de l'homogénéisation et la standardisation, donc on a vu tout à l'heure qu'il y a le lait non standardisé, non homogénéisé. Donc il faut dire que l'homogénéisation, c'est en fait le processus par lequel on ramène les particules graisseuses du lait à la même taille. OK, à la même taille. Donc, l'homogénéisation consiste au cassage des globules gras afin d'éviter qu'ils remontent à la surface. Donc, dans le lait, vous avez des globules de graisse donc, et plus ou moins gros, donc, qui ont tendance à flotter. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, on casse ces globules. Donc, on réduit considérablement leur taille, ce qui empêche que ces globules s'accumulent à la surface. Et ceci permet une répartition plus homogène des matières grasses, donc évite la formation de crème à la surface du récipient et permet une meilleure digestibilité du lait. Le fait de réduire les particules graisseuses, ça permet une meilleure digestion. Donc maintenant, la standardisation, c'est le fait de standardiser. Standardiser, c'est faire en sorte que toutes les produits au pays ou bien dans l'industrie, mais les algues même et constituant même composition. Par exemple, si vous avez une industrie qui a produit l'air emboîté, et l'industrie, ça lui-même va recevoir de chaque département, et par rapport à la nourriture des vaches, par rapport à la race, par rapport au nombre de traites. Donc, les salariés, il y a différents dans leur composition. Donc, la standardisation consiste donc, à ramener ces laits à la même composition okay, en matière grasse. Donc, la standardisation en matière grasse consiste à faire en sorte que tous les laits aient tous la même teneur en matière grasse. Et donc, ça, c'est des informations supplémentaires qu'on donne sur l'homogénéisation. On va lire, on a parlé de lait entier, et il y a, donc, il contient toutes ces graisses dans la proportion ne doit pas être inférieure à 3%. Pour les autres composants solides, glucides, protéines, minéraux, vitamines, ne doivent pas constituer moins de 8,2% de son poids. Donc, à cause de sa richesse en graisse, il est déconseillé aux adultes. Il est déconseillé aux adultes. Donc, le lait entier n'est pas conseillé aux adultes. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. C'est très pertinent pour ce que, si l'on regarde la nature, on dirait que l'espèce humaine est la seule qui continue à boire du lait de notre espèce à l'âge adulte. Donc, je ne sais pas si vous trouvez ça bizarre, mais c'est incompréhensible.
L'homme, c'est la seule espèce qui continue à l'âge adulte à boire du lait d'une autre espèce à l'âge adulte. Et il y a des exceptions de la nature, mais quand je parle d'exception, par exemple, capable de gagner, et on va dire, par exemple, gagner un chien, un maman chat qui a accouché dans le même lieu, et puis, maman chat la mort. So, quand si chat va mettre dans la chienne, la nourrir, il y a bon, on peut voir un, un chien de 4, 5, 6, 7, 7 ans. Al boire le lait en l'autre espèce. Vous comprenez? Il y a le lait évaporé, on l'obtient en chauffant le lait entier sous vide à 55 degrés Celsius jusqu'à perdre par évaporation de 60% de son contenu aqueux. Après, on le chauffe à 115 degrés pendant 15 minutes pour le stériliser. Il a l'avantage de sa longue conservation, le lait évaporé. Mais 25 à 50% de ces vitamines d'eau solubles sont perdues. Les demi-écrémés contiennent 0,5 à 2% de graisse. Grâce à cela, ils conservent tout le goût du lait entier, mais avec moins de graisse et de calories. Il y a le lait écrémé, donc la majeure partie des graisses est éliminée, ne laissant qu'une portion de 0,18%. Donc, il est moins savoureux, mais il est plus facilement digestible et moins riche en calories. Donc, c'est le lait qui convient vraiment aux diabétiques, aux hypertendus, maladies cardiovasculaires, aux obèses, personnes en surpoids, parce que c'est plus digeste et c'est moins riche en graisse. Et le lait en poudre contient 5% d'humidité et se conserve pendant 3 ans ou plus. Donc, une partie de ces vitamines de sodium se perd durant le processus de dessiccation. Les condensés, après avoir éliminé 60% du contenu aqueux du lait entier par évaporation, on lui ajoute entre 40 à 45% de son poids en sucre. Donc, les condensés, les déceler. Et de cette manière, on évite de devoir le stériliser car la concentration élevée en sucre empêche la prolifération bactérienne. Donc, il a l'avantage de sa longue conservation avec une moindre perte de vitamines que dans le lait évaporé. Cependant, son contenu élevé en sucre le rend difficilement digestible. Et puis, c'est aussi très énergétique par rapport à sa composition en sucre. Donc, conseillé à prendre avec modération si vous êtes diabétique, hypertendu et hypercholestérolémique. Alors, qu'est-ce qu'apporte un verre de lait de 200 millilitres? Donc, si on considère un verre de lait de 200 millilitres, un verre de lait entier, on dirait que hypothèse 6,7 grammes de graisse qui correspond à 123 kilocalories. Et puis, demi-écrémé qui représente 2% ou encore 3,84 grammes de graisse et 99 kilocalories, donc 35% proviennent des graisses écrémées. Donc, les mêmes, c'est 0,36 grammes de graisse et 66 kilocalories. Donc, 4,6% proviennent des graisses. Nous allons passer en revue quelques laits, les plus consommés. Il y a les humains, les de vache, les de chèvre, les de brebis, les de jument et d'ânesse. Il y a les de buffles. Il y a certains animaux, par exemple, buffles. Il n'y a pas cet animal en Haïti.
il y a le jument, il y a l'ânesse, mais on ne consomme pas ces laits. Les deux brebis, je ne crois pas. Donc, les laits consommés en Haïti, c'est les humains, les deux vaches et les deux chèvres. Alors, le lait humain, il faut dire que chaque lait est adapté à son espèce. Donc, le lait humain est adapté à l'espèce humaine, le lait de vache est adapté à la vache. Donc, donner à un nourrisson le lait de vache, ça peut lui causer pas mal de problèmes parce que la composition de lait de vache ne correspond pas au nourrisson, tout comme la composition de lait humain ne correspond pas au veau. Donc, curieusement, le lait que la nature a prévu pour l'espèce humaine est plus pauvre en protéines et calcium de tous les laits. Dans toutes les laits qui gagnent, c'est le lait maman qui est plus pauvre en protéines et calcium. Vous allez voir que le lait de vache est 3 fois plus riche. Ce qu'il faut comparer aussi, c'est pas seulement le lait, mais aussi les petits de ces espèces à la naissance. Donc, soit comparer un petit bébé avec un veau qui fait fête, donc on pourrait que le veau est capable de faire 3, 4, 5 fois ce bébé. Donc, c'est tout à fait normal que donc, la nature a prévu beaucoup de protéines, beaucoup de calcium pour le veau que ce qu'a prévu la nature pour le nourrisson, le bébé. Cependant, le lait humain est plus riche en acides gras monoinsaturés, dont le principal représentant est l'acide oléique, et polyinsaturés comme acide linoléique oméga 6. Donc, ces acides gras qui sont nécessaires au développement du cerveau, ok, qui sont nécessaires au développement du cerveau. Donc, le lait humain, c'est un lait riche en acides gras mono et polyinsaturés qui sont indispensables au développement du cerveau. Donc, le cerveau de l'enfant se développe jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, je vous avais dit que une femme enceinte, normalement, doit se nourrir d'aliments riches en acides gras insaturés. Et la raison, c'est parce que le cerveau, la gaine de myéline, donc, est constituée de beaucoup d'acides gras insaturés. Et quand la femme enceinte consomme beaucoup d'acides gras insaturés, donc ça va permettre donc, un bon développement du cerveau et ça va contribuer dans, je dirais, l'intelligence, la capacité de mémorisation de l'enfant. Donc, cela veut dire quoi? Une femme enceinte, au moment de la gestation, elle doit se nourrir de lait, bien entendu, bien cuit, des œufs bien cuits pour éviter des infections. C'est extrêmement important de l'avocat, des graines oléagineuses comme amandes, noix, et arachides, et sésame. Qu'est-ce qu'il y a encore? À consommer des poissons, voilà, bien cuits pour éviter des contaminations. Donc, ce sont ces aliments-là qui apportent beaucoup d'acides gras. Il y a les graines de lin, l'aliment d'origine végétale le plus riche en oméga 3, ouais, le plus riche en oméga 3. Donc, les graines de lin, et il y a d'autres aliments, d'autres graines qui sont aussi riches en oméga 3. Donc, ça a supposé une alimentation pharmaceutique, alimentation de tous les jours. Donc, il y a d'autres éléments dans le lait qui fait de cet aliment vraiment un aliment exceptionnel. Il faut dire que le lait humain, c'est le seul aliment d'origine animale qui contient des prébiotiques. Et les prébiotiques sont des fibres alimentaires, okay? Des prébiotiques. Donc, c'est riche en acide laurique. Et je vous ai parlé de l'acide laurique qui va être converti dans l'organisme en mononorine et le mononorine va booster le système immunitaire. Donc, le système immunitaire de l'enfant
pas tout à fait mature à la naissance. La nature a prévu, donc, dans le lait, des éléments tels qu'acide laurique, des immunoglobulines et quoi d'autre, et des prébiotiques, justement, pour pouvoir renforcer ce système immunitaire. Donc, pas de plus gros bien qu'on est capable de faire pour petit, non? Donc, c'est pas faire les points exclusifs pour lui. Après ça, entrer dans la diversification alimentaire et continuer à les qui est important pour le système immunitaire et le développement du cerveau. Donc, alors, les fibres alimentaires, on peut parler de ça, le lait maternel, c'est le seul aliment qui a des prébiotiques. Il faut faire la différence entre prébiotiques qui sont des glucides non assimilables que l'organisme ne peut pas digérer. Alors, les probiotiques, ce sont des micro-organismes, okay, qu'on peut prendre sous forme de capsules, mais qui existaient déjà dans notre tube digestif, notamment au niveau du côlon. Donc, 100 000 milliards de bactéries hébergées au niveau du système digestif, donc, qui constitue donc, une barrière de protection de l'organisme. Donc, le HMO, Human Milk Polysaccharide, donc, troisième composant solide du lait maternel, sont des fibres alimentaires, donc des prébiotiques qui participent au développement du système immunitaire du nourrisson. Donc là, on vous montre les différents types de prébiotiques et leur origine. Lait de vache. Le lait de vache peut être le lait le plus consommé dans le monde. Le lait de vache contient plus du triple de protéines et de calcium que le lait humain, mais moins de graisse et de glucides. Donc, ces globules de graisse sont très grands, problème de digestion étant à flotter. De ce fait, la digestion du lait de vache à l'état naturel est un peu plus lente que celle des laits des autres mammifères. L'homogénéisation permet d'éviter cet inconvénient. Bien qu'il soit le plus consommé, sa composition est idéale pour les veaux, mais pas pour les humains. C'est pourquoi dans les formules lactées pour l'alimentation infantile ou lait maternisé, on modifie la composition du lait dans le but qu'il ressemble le plus au lait maternel. Le lait de chèvre, bien que le lait de chèvre dans l'ensemble ne présente que 3% de tout le lait consommé par les humains, dans certains pays d'Asie, Turquie, Iran et Chine, on en consomme autant ou plus que du lait de vache. Composition, elle est très proche de celle du lait de vache. La différence la plus importante est dans la taille des globules de graisse, plus petites que dans le lait de vache. Donc, c'est-à-dire que meilleure digestion que le lait de vache. C'est pourquoi le lait de chèvre n'a pas besoin d'être homogénéisé, c'est-à-dire pas besoin de ramener les globules à la même taille ou encore de réduire la taille des globules de graisse. Pas besoin parce que les globules sont déjà petits. Donc, il est plus savoureux, il est plus blanc parce qu'il n'a pas gagné et vitamine A parce que dans le lait de la chèvre, donc possède en fait la capacité de transformer les caroténoïdes en vitamine A, donc ce qui fait que donc le lait ça est plus blanc que le lait que nous voyons donc paille et vache. Il se digère plus facilement par rapport aux globules de graisse qui sont plus petits. Il est peu allergénique, donc provoque moins d'allergie par rapport aux globules de graisse. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Donc on poursuit avec le cours dans une prochaine vidéo. Au revoir.